À travers toute l'Europe, tels des fantômes sortis des pages de l'histoire, sont disséminés des bunkers nazis secrets. Témoins silencieux mais non moins éloquents des ambitions militaires colossales du régime hitlérien. Étonnamment, de nombreux de ces géants en béton sont restés cachés du monde pendant des décennies après la chute du Troisième Reich, gardant leurs sombres secrets. Il s'agit de structures habilement camouflées, parfois parfaitement conservées. Certaines sont enfouies profondément sous terre, d'autres sont englouties par des forêts ou perdues dans les montagnes, tandis que certaines se cachent même sous des villes modernes. Préparez-vous à plonger dans un monde de secrets et de découvertes. Nous vous présentons 15 bunkers nazis récemment découverts. Ce que l'on a trouvé à l'intérieur pourrait vraiment vous surprendre. Avant de continuer, nous vous demandons de mettre un pouce en l'air sous cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Merci pour votre soutien, cela compte beaucoup pour nous. Forteresse Mimoeki France. Au nord de la France, sur les rives de la Manche, se cache la forteresse Mimoeki, l'un des projets d'armement les plus audacieux et ambitieux du Troisième Reich. Ce colossal complexe souterrain, connu sous le nom de code Site de construction 711, était destiné à accueillir le canon de Londres, une arme à plusieurs canons B3, capable, selon Hitler, d'effacer la capitale britannique de la carte. Le plan initial prévoyait l'installation de 50 de ces armes qui devaient monter bombarder Londres avec jusqu'à 3000 obus par jour. Plus tard, le plan a été ajusté à 25 armes et 600 obus par heure. La construction de cet objet ultra secret a commencé en septembre 1943. Le site a été choisi non par hasard. Sa distance de 8 km de la mer le protégeait des attaques de la flotte britannique. La proximité d'une ligne de chemin de fer permettait d'approvisionner les matériaux et la solide roche géologique de craie servait de base fiable pour les grands travaux souterrains. Le complexe comprenait 2 tunnels ferroviaires de 600 mètres creusés à 30 mètres de profondeur. Au-dessus, 5 gigantesques puits inclinés étaient disposés à un angle de 50 degrés destinés à accueillir les tubes des canons. Plus de 5000 personnes, des ingénieurs allemands, des mineurs qualifiés de la région de la Ruhr et des prisonniers de guerre soviétiques, réduits à l'état d'esclaves et travaillant dans des conditions inhumaines pendant 12 heures par jour, ont été impliqués dans l'édification de ce monstre souterrain. Le renseignement allié n'a pas immédiatement pu reconnaître la véritable fonction de Mimoeki, le classant d'abord comme une base de lancement pour les fusées V2. Néanmoins, entre novembre 1943 et août 1944, plus de 400 tonnes de bombes aériennes ont été larguées sur le complexe. Le coup décisif porté à la forteresse a été donné le 6 juillet 1944 par la légendaire 617e escadrille de la Royal Air Force britannique, connue sous le nom de démolisseurs de platine. Les pilotes ont utilisé 16 bombes sismiques super lourdes, Tall Boy, chacune pesant environ 5-4 tonnes. Ces bombes, en pénétrant profondément sous terre avant d'exploser, ont provoqué des effondrements catastrophiques dans les tunnels et leur inondation subséquente. Les troupes canadiennes ont capturé la forteresse abandonnée et à moitié détruite le 5 septembre 1944 sans rencontrer de résistance. En mai 1945, déjà après la fin de la guerre sur ordre personnel de Winston Churchill, qui considérait cet objet comme l'une des menaces potentielles les plus sérieuses pour la Grande-Bretagne, les restes de la forteresse ont été définitivement détruits à l'aide de 36 tonnes d'explosifs. Aujourd'hui, le complexe partiellement conservé de Mimoeki a été transformé en musée où des mémoriaux sont érigés en mémoire des pilotes alliés tombés ici et des milliers de travailleurs forcés dont la vie a été interrompue lors de cette construction. Batterie 14 de Mézy, France. Non loin des plages normandes devenues le théâtre du débarquement des troupes alliées, se cache l'une des plus remarquables fortifications de l'Allemagne nazie, redécouverte seulement au cours de la dernière décennie. Elle était restée enfouie sous terre et vouée à l'oubli pendant plus de 60 ans, jusqu'à ce que l'historien britannique passionné Gary Stern fasse une découverte étonnante en 2004. Tout a commencé par une trouvaille accidentelle. Dans la poche de l'uniforme d'un vétéran américain, une carte dessinée à la main a été trouvée indiquant une zone de forte résistance près du village de Grand-Camp-Mézy. Après avoir découvert les premières entrées des bunkers cachés sous une végétation dense, Stern a acheté un terrain de 44 hectares à 27 différents propriétaires terriens. Les fouilles, commencées en septembre 2005, ont révélé un vaste complexe qui, pour une raison quelconque, avait complètement disparu des documents historiques officiels. Des recherches ultérieures menées en 2008 ont mis au jour d'autres bunkers intacts depuis 1945. À l'intérieur, on a trouvé des casques allemands, des masques à gaz, des munitions et même des preuves de fusillade acharnée.
L'utilisation de la technologie LIDAR a révélé des traces de brûlures causées par des obus français de 105 mm et des VN contre 21-4 La Martinier. Au total, le complexe comptait 14 pièces d'artillerie lourdes, y compris des obusiers de 150 mm capables de bombarder les plages de Utah et d'Omaha. En somme, c'était une ville souterraine avec plus de 3 km de tranchées reliant les bunkers pour le personnel, un centre de commandement radar de défense aérienne, des dépôts de munitions, un hôpital et des quartiers pour officiers. Stratégiquement située sous le niveau du sol sur une pente douce, la batterie était presque invisible pour le renseignement allié. Étonnamment, malgré les puissants bombardements avant le débarquement, la batterie de Mézy est restée opérationnelle le jour J et a continué à bombarder les plages de Utah et d'Omaha encore 3 jours après le début de l'opération aéroportée. Cela s'est produit parce que le renseignement allié était concentré sur la batterie plus célèbre de Pointe-du-Hoc, tandis que Mézy était construite dans le plus grand secret. Ce n'est que le 9 juin 1944 que les Rangers américains ont attaqué cette position. Après 5 heures de combat au cours desquels les Américains ont perdu 18 hommes, la batterie a été capturée. À l'intérieur, les Rangers ont découvert plus de 180 tonnes de munitions. Cela aurait suffi pour des semaines de feu continu. 13e. Bunkers. Nazis secrets au Danemark. La côte danoise abrite certaines des fortifications allemandes les mieux conservées d'Europe. Environ 7000 bunkers ont été construits le long de sa côte ouest dans le cadre du mur de l'Atlantique de Hitler. Ces imposantes structures en béton, construites entre 1940 et 1945, ont constitué le plus grand projet de construction de l'histoire du Danemark, coûtant, selon les estimations modernes, entre 300 et 400 milliards de couronnes. En 2008, de puissantes tempêtes sur la plage danoise de Huvik ont conduit à une découverte historique inattendue. Les vagues ont érodé les dunes de sable, révélant 4 bunkers allemands entièrement meublés intacts depuis 1945. L'historien passionné local Tommy Cassiu a été l'un des premiers à explorer ces capsules temporelles après leur découverte par 2 garçons de 9 ans. À l'intérieur, les archéologues ont trouvé une collection étonnante d'objets personnels. Pipes à fumer, bouteilles de schnapps à moitié vides uniformes militaires, timbres à l'effigie d'Hitler, médicaments et équipements de communication. L'expert danois en bunkers Benton Tannissen a qualifié cette découverte d'unique en Europe. L'un des archéologues a comparé cela à une pénétration dans une pyramide avec des momies. Des travaux de conservation des artefacts ont été immédiatement entrepris, et ceux-ci ont été transférés au musée d'Olgat, car quelques jours plus tard, des tentatives de vol ont été signalées. En plus de ces découvertes, le Danemark a transformé d'autres bunkers en musées. Le bunker Tirpitz à Blavand, parti du mur de l'Atlantique, est devenu en 2017 le musée bunker de Blavand, attirant jusqu'à 100 000 visiteurs par an. La batterie du fort Bangsbo à Frederikshamn présente des canons navals allemands originaux de 150 mm. Le musée bunker à Hirtshals propose de visiter 54 bunkers excavés, reliés par 3,5 km de tranchées. La réaction des Danois à ces découvertes a été mitigée. Certains comme Olia Becher, dont le grand-père était membre de la Résistance, ont comparé la découverte à la tombe de Toutankhamon, considérant la conservation comme un hommage à la vérité historique. D'autres ont exprimé leur indignation. Un habitant local, Mogens Koch Hansen, a écrit que tout cela doit être détruit. La rédaction du journal Danemark a soutenu la conservation, déclarant « Ils font partie de notre histoire européenne commune ». Selon le conservateur du musée Kim Clausen, ces découvertes, bien qu'elles ne datent pas de l'âge du bronze, sont incroyablement authentiques et en disent long sur la vie dans les bunkers. Aujourd'hui, ces structures controversées sont devenues des objets plus touristiques comme populaires. 12e. Le QG de Wolfschanz. Pologne cachée dans les forêts isolées de Mazurie en Pologne. Le QG de Wolfschanz a servi de quartier général principal à Hitler sur le front de l'Est. Cette forteresse en béton est devenue l'une des installations militaires les plus secrètes et stratégiquement importantes du Troisième Reich. Situé près de la ville de Kentrin, le complexe s'étend sur 250 hectares de forêt dense, choisie pour son éloignement et son camouflage naturel. La construction commencée en 1940 comprenait 200 bâtiments, des bunkers des casernes et des installations auxiliaires. Hitler y a passé plus de 800 jours dirigeant des opérations militaires. Les murs des bunkers atteignaient 8 mètres d'épaisseur pour se protéger des bombardements aériens.
Le 20 juillet 1944, le QG de Wolfschanz a été le site de la tentative d'assassinat la plus célèbre contre Hitler. Le colonel Klaus von Stauffenberg a placé une mallette explosive sous la table lors d'une réunion. L'explosion a tué 4 personnes, mais Hitler a survécu n'ayant subi que des blessures légères, car la mallette avait été déplacée par inadvertance derrière un pied de table massif. L'opération Valkyrie, ratée, a entraîné de sévères répressions. La Gestapo a arrêté plus de 7000 personnes, environ 5000 ont été exécutées. Von Stauffenberg lui-même a été fusillé à Berlin quelques heures après l'attentat. En 2015, près de Wolfschanz, des ouvriers ont découvert des restes humains identifiés comme appartenant à un prisonnier d'un camp de concentration. Il était probablement l'un des travailleurs forcés ayant construit ou entretenu cette fortification. Aujourd'hui, les ruines de Wolfschanz attirent donc près de 300 000 visiteurs par an, offrant un aperçu du centre nerveux des opérations nazies sur le front de l'Est. 11e. Bunker de sous-marin Elbe II, Allemagne. Dans le port de Hambourg, sur la volcanique Hafen, se trouve le bunker Elbe II, l'un des sites les plus intrigants pour les sous-marins de la Seconde Guerre mondiale. Construit en 1941 à partir de 50 000 mètres cubes de béton, il était destiné à protéger la flotte sous-marine avancée de l'Allemagne. Le 11 novembre 1945, 6 mois après la capitulation de l'Allemagne, des sapeurs britanniques ont procédé à une démolition contrôlée de l'Elbe II utilisant 32 tonnes d'explosifs. L'explosion puissante a fait s'effondrer le mur central et le toit scellant effectivement les sous-marins à l'intérieur et créant une capsule temporelle de la technologie navale allemande. La structure s'est révélée si robuste que les tentatives de démolition en 2001 avec 150 kg de dynamite n'ont presque pas endommagé ses restes. Les sous-marins scellés ont été pratiquement oubliés jusqu'en 1985 lorsqu'ils ont été redécouverts par les chercheurs Jacques P. Malman-Schuel, Wolfgang Hirschfeld et Walter Klutz. Leur expédition a laissé des photographies uniques capturant l'état des sous-marins après 40 ans sous l'eau. Plus tard, le site est devenu une cible pour les fouilleurs. Dans les années 1990, les autorités allemandes ont comblé le bunker avec du gravier et du béton, transformant le territoire en parking. Aujourd'hui, ces anciens sous-marins redoutables reposent sous le port libre de Hambourg, inaccessible aux recherches. 10e. Tunnels de Höganslage, Jersey. Parmi les fortifications les plus imposantes des îles normandes, occuper les tunnels de Höganslag sur l'île de Jersey représente une page particulièrement sombre de la construction militaire allemande. Le nom se traduit littéralement par « construction de type grotte » et était utilisé uniquement pour les complexes de tunnels sur les îles normandes dans le système du mur de l'Atlantique. La construction du complexe de tunnels à Jersey ou Wosim, commencée en 1941, était principalement destinée à abriter les troupes allemandes des frappes aériennes. Creusé à une profondeur de 50 mètres et s'étendant sur 300 mètres à l'intérieur de la colline, ces tunnels faisaient partie d'un réseau ambitieux absorbant d'énormes ressources. En 1944, 244 000 mètres cubes de terre avaient été extraits des îles normandes, plus que pour tout le mur de l'Atlantique, allant de la Norvège à l'Espagne. La construction était principalement réalisée par des travailleurs forcés, plus de 5000 personnes venues de toute l'Europe, Russes, Polonais, Français, Républicains, Espagnols. Ils travaillaient dans des conditions brutales pendant des quarts de 12 heures, avec des outils primitifs dans des conditions dangereuses. Les prisonniers russes et ukrainiens souffraient particulièrement, beaucoup d'entre eux mourant d'épuisement, de maladies et de malnutrition. En 1943, avec l'intensification de la menace d'invasion alliée, Owosim a été réaménagé en point d'évacuation et hôpital. Après la libération en mai 1945, les Britanniques ont ouvert les tunnels au public en juillet 1946. En 1961, après le transfert du site à des propriétaires privés, le complexe est devenu le musée tunnel de guerre de Jersey, avec une exposition permanente, l'île des prisonniers, racontant la vie pendant l'occupation. Les visiteurs voient des affichages interactifs du matériel militaire opérationnel d'origine. L'exposition Tunnel inachevé utilise des hologrammes pour démontrer les dures conditions de travail des ouvriers. 9e. Weingut 1. Allemagne. Dans les forêts près de Mühldorf-Nön en Bavière, le Troisième Reich a commencé en 1944 la construction d'une usine souterraine unique sous le nom de code Weingut 1. Cette immense structure était une tentative désespérée de protéger la production de la dernière arme contre les bombardements alliés.
contrairement au bunker souterrain ordinaire Weingut 1, a été construit selon une méthode innovante. D'abord, d'énormes remblais de gravier étaient créés sur lesquels était coulé du béton armé de 3 mètres d'épaisseur formant d'énormes arcs. Une fois le béton durci, le gravier était extrait par un tunnel d'extraction spécial. Cela a accéléré la construction et éliminé le besoin d'échafaudage en bois. Environ 10 000 personnes travaillaient sur le site, dont 1 500 étaient des travailleurs forcés. Plus de 3 000 d'entre eux sont morts d'un travail épuisant de la faim et de la brutalité des SS. Les affaiblis étaient souvent envoyés à Auschwitz. Malgré d'énormes pertes, Weingut 1 n'a pas été achevé. En avril 1945, lorsque les troupes américaines approchaient seules, 7 des 12 arches étaient prêtes. L'usine souterraine de production de moteurs à réaction pour le Messerschmitt Me 262 n'a jamais fonctionné. Les Américains ont découvert le site inachevé avec des grues de construction. En 1947, des ingénieurs militaires américains ont fait exploser 6 des 7 arches. Aujourd'hui, une seule arche reste comme mémorial aux milliers de morts lors de sa construction. 8e. Blockhaus de Perlec, France. Émergeant parmi les forêts du nord de la France. Le blockhaus de Perlec est un colosse en béton, l'une des structures les plus massives du mur de l'Atlantique. Cette immense forteresse près de Saint-Omer a été construite dans le but de changer le cours de la guerre. Commencée en mars 1943, cette construction était conçue comme le premier site au monde pour l'assemblage, le stockage et le lancement de fusées V2. Les dimensions reflétaient l'ambition du projet. Des murs de 5 mètres d'épaisseur, des hauteurs de plafond allant jusqu'à 28 mètres. La construction a nécessité environ 150 000 mètres cubes de béton. La direction nazie considérait cet objet comme clé pour le programme d'armes de représailles visant Londres à 180 km. Le renseignement allié a détecté la construction, ce qui a conduit à l'opération Arbalète des bombardements massifs des installations d'armement. Le 27 août 1943, 187 bombardiers B-17 ont largué 368 tonnes de bombes sur le site. Les bombardements se sont révélés efficaces, endommageant la structure au point qu'elle ne pouvait plus être réparée et contraignant les Allemands à abandonner leur plan de lancement de fusées depuis cet endroit. Au final, aucune fusée V2 n'a été tirée sur la Grande-Bretagne depuis ce site. Aujourd'hui, le blockhaus de Perlec est un monument aux ambitions militaires des nazis et à la détermination des Alliés. En 1985, il a été classé monument historique en France. Les visiteurs peuvent voir des composants rares des fusées F1 et V2, ainsi que des expositions sur le travail des prisonniers des camps de concentration. Le site attire environ 50 000 touristes par an. Sur le mur nord-ouest, on peut encore voir les traces des bombes. 7e. B8, Bergkristall, Autriche. Caché sous la ville autrichienne de Saint-Georgen-an-der-Gusen. Le complexe B8. Bergkristall était l'une des usines souterraines les plus technologiques du Troisième Reich. Créé en mars 1944, il occupait 50 000 mètres carrés de tunnels inviolables. Bergkristall était destiné à l'assemblage de chasseurs à réaction révolutionnaire Messerschmitt Me 262. C'était une tentative de protéger la production aéronautique critique des bombardements. En avril 1945, l'usine produisait environ 450 fuselages par mois. Au total, selon le renseignement, 987 avions à réaction ont été produits. Les fuselages et les ailes étaient assemblés à Bergkristall puis envoyés de nuit par train vers le sud de l'Allemagne et la Bohême pour l'assemblage final. Le secret était de la plus haute importance. Les conditions de travail étaient inhumaines. Environ 10 000 travailleurs forcés du camp de concentration de Mauthausen-Gusen travaillaient dans les tunnels. Beaucoup étaient sélectionnés pour leurs connaissances balisserantes techniques. Les prisonniers juifs y survivaient en quelques jours à peine. L'espérance de vie des ouvriers des tunnels était de 4 mois. Ils travaillaient en 14 heures par jour dans la poussière, environ 100 personnes mouraient chaque jour. Le 5 mai 1945, le site a été libéré par la 11e division blindée des États-Unis. L'usine était achevée à 85% et fonctionnait. Les Américains ont emporté l'équipement et la documentation. Plus tard, lorsque la région est passée sous le contrôle de l'URSS, l'équipement restant a été démonté et des parties clés des tunnels ont été détruites en novembre 1947. 6e. Camp de Mittelbau-Dora, Allemagne. Initialement une annexe du camp de concentration de Buchenwald. Mittelbau-Dora est devenu l'un des sites souterrains les plus mortels pour la production d'armes, après la destruction du centre de recherche à Peenemünde
Par un bombardement le 18 août 1943, les nazis ont déplacé la production de fusées V2 dans le système de tunnels de la montagne de Konstein, près de Nordhausen, en Thuringe. Le stockage souterrain de carburant de la Wehrmacht existant depuis 1936 est devenu le lieu de souffrances inimaginables. Dans les tunnels de la montagne, les prisonniers étaient contraints d'élargir le complexe pour la production d'armes de représailles. À l'automne 1944, le site fonctionnait à pleine capacité. Il y avait au moins 12 000 prisonniers. L'usine produisait des fusées balistiques, V2, et des missiles V1. La production est passée de 3 fusées défectueuses en janvier 1944 à 400 par mois en mai et à 600 par mois jusqu'en février 1945. Le 8 septembre 1944, la première V2 assemblée à Mittelbau a frappé Londres. Au début, les prisonniers vivaient, pendant des mois, directement dans des tunnels instables sans lumière du jour, ni air frais entassés sur des lits superposés à 4 niveaux, dans des tunnels de couchage avec des conditions sanitaires terrifiantes. La mortalité à Dora-Mittelbau était plus élevée que dans la plupart des autres camps de concentration. Sur environ 60 000 prisonniers ayant traversé le système de Mittelbau, au moins 20 000 sont morts. Certains prisonniers prenaient des risques pour saboter le travail. Plus de 200 d'entre eux ont été pendus publiquement. 5e, batterie Toto France, située stratégiquement sur la côte française près du cap Grinnau. La batterie Toto était l'un des éléments les plus redoutables du mur de l'Atlantique. Nommée d'après Fritz Toto, un ingénieur allemand mort dans un accident d'avion, cette installation d'artillerie représentait une menace sérieuse pour la Grande-Bretagne. La puissance de feu de la batterie était assurée par 4 énormes canons Krupp de 390 mm, chacun dans un bunker en béton. Avec une portée de tir de 55 km, ces canons atteignaient facilement la côte anglaise. Le premier tir a été effectué le 20 janvier 1942. L'inauguration officielle a eu lieu en février en présence des amiraux Dönitz et Raeder. Au cours de son exploitation, les canons ont déclenché 3059 alertes, causé la mort de 216 civils et endommagé plus de 10 000 bâtiments à Douvres. Fait remarquable, malgré les bombardements fréquents des convois, aucun navire n'a été confirmé comme coulé par le feu de la batterie. Le 29 septembre 1944, dans le cadre de l'opération Undergauf, la 3e division d'infanterie canadienne a attaqué cette fortification. À 6h35, l'artillerie alliée a ouvert le feu et 10 minutes plus tard, l'infanterie a avancé. Les attaques ont été précédées de bombardements de la Royal Air Force les 26 et 28 septembre avec 855 tonnes de bombes. Le régiment de Nouvelle-Écosse a rencontré une faible résistance et à la mi-matinée, les artilleurs allemands se sont rendus. En 1972, après 3 ans de restauration, le casemate Nérolin a ouvert un musée du mur de l'Atlantique avec des milliers d'artefacts. À l'extérieur se trouve une arme ferroviaire allemande unique K5, l'une des 2 restantes dans le monde capable de tirer des obus de 240 kg à presque 65 km. 4 casemates originales sont visibles sur des terres privées. Le casemate numéro 3 a été partiellement détruit par une explosion accidentelle en 1945. 4e bunker, V1 à Syracuse, France, sous le nom de code Wasserwerk, Saint-Paul. Le massif bunker V1 à Syracuse est l'un des sites militaires allemands les plus intensément bombardés en Europe. Cette colossale structure au nord de la France était destinée à lancer des missiles V1 sur Londres. La construction a commencé en septembre 1943 sur une élévation au nord de la route Éden-Saint-Paul. Les Allemands ont utilisé une technique innovante appelée Verbunkerung. D'abord, ils construisaient le toit sur le sol, puis creusaient le reste de l'objet en étant protégés des bombes. Le bunker devait être relié à la ligne de chemin de fer Saint-Paul, Abbeville permettant aux trains transportant des missiles V1 d'entrer à l'intérieur. La capacité de stockage était de 150 missiles. La rampe de lancement était orientée vers l'Angleterre. En fin de compte, le bunker n'a lancé aucun missile. Au moment de l'arrêt des travaux en avril 1944, la partie extérieure était presque prête, mais les travaux internes avaient à peine commencé. Après la guerre, les plans de démolition ont été abandonnés. 80 prisonniers de guerre allemands ont démonté la rampe de lancement et ont partiellement comblé le bunker. Aujourd'hui, la massive structure en béton est toujours visible depuis les routes. Elle se trouve sur des terres privées et est inaccessible au public mais représente l'un des objets d'armement les plus impressionnants du nord de la France. 3e, la coupole, France.
Sous un énorme dôme en béton dans le nord de la France se cache un gigantesque complexe souterrain, l'un des vestiges les plus impressionnants de la Seconde Guerre mondiale en Europe. La coupole, située à 5 km de Saint-Omer, a été construite par l'Allemagne nazie en 1943-1944 comme base pour le lancement de fusées V2 sur Londres. L'objet, initialement connu sous le nom de projet de construction 21, avait un dôme massif en béton de 70 mètres de diamètre et 5 mètres d'épaisseur. Cette merveille d'ingénierie protégeait un réseau de tunnels avec des entrepôts, des rampes de lancement et des locaux pour le personnel. Le complexe était conçu pour stocker 500 fusées V2 et potentiellement lancer des dizaines de fusées par jour sur Londres et le sud de l'Angleterre. Il était initialement prévu environ 2 km de galeries souterraines avec l'ambition de les porter à 7 km pour assurer l'autonomie. Générateur bureaux hôpital. D'abord, le dôme était construit puis le sol était excavé en dessous. Cela protégeait des bombardements. Le renseignement allié a découvert la construction à Wissern en août 1943 lorsque les Allemands ont commencé à poser des voies salons ferrées. Dans les mois suivants, les Alliés ont effectué 16 frappes aériennes, 811 bombardiers larguant environ 400-160 tonnes de bombes. Aujourd'hui, la coupole est un impressionnant centre historique et un planétarium attirant des touristes du monde entier. Le musée, ouvert en mai 1997, propose des expositions en 4 langues. Deuxième projet, RISE, Pologne sous les montagnes de Savie. En Pologne se trouve le projet RISE, géant, l'un des projets de construction les plus mystérieux et ambitieux de Hitler. Entre 1943 et 1945, le régime nazi a creusé un vaste réseau de tunnels souterrains sur le territoire allemand de l'époque, créant un complexe souterrain entouré de mystères jusqu'à aujourd'hui. La construction couvrait 7 sites souterrains dans les montagnes de Savie et sous le château de Xiange. Environ 9 km de tunnels ont été creusés, créant 25 000 m² d'espace souterrain avec un volume de 100 000 m3. L'échelle est impressionnante, mais le projet n'était achevé qu'à 11% avant d'être abandonné. La véritable destination reste un sujet de controverse. La documentation originale a apparemment été détruite. Certains estiment que cela devait être le quartier général de Hitler, ce qui est corroboré par les mémoires des fonctionnaires nazis, y compris Albert Speer. D'autres suggèrent que le site était destiné à la production souterraine d'armement. Premier bunker du Führer Berlin. Situé sous le jardin de la chancellerie du Reich à Berlin. Le bunker du Führer a servi de dernier quartier général à Adolf Hitler. Contrairement aux autres bunkers destinés aux opérations militaires, ce complexe souterrain est devenu le théâtre de l'acte final du Troisième Reich. Hitler s'est réfugié dans le bunker le 16 janvier 1945, alors que les troupes soviétiques approchaient de Berlin. À mesure que la situation se détériorait, il sortait rarement, apparaissant en public pour la dernière fois le 20 avril à son 56e anniversaire pour remettre des distinctions aux membres de la Hitlerjugend. Dans cette atmosphère claustrophobe, Hitler devenait de plus en plus paranoïaque, surtout après avoir appris les négociations de Himmler sur la capitulation avec les alliés occidentaux. Le 29 avril, peu après minuit, Hitler épousa Eva Braun, lors d'une petite cérémonie dans la salle de cartographie du bunker, après quoi il dicta son testament à sa secrétaire Traudl Jung. Le lendemain, le 30 avril, Hitler et Braun se suicidèrent. À sa demande, leurs corps furent emportés dans le jardin de la chancellerie, arrosés d'essence et brûlés. Construit en 2 étapes, le complexe se composait d'un bunker supérieur et d'un bunker du Führer plus profond. Ce dernier se trouvait à environ 8-5 mètres de profondeur, avait des murs de 4 mètres d'épaisseur et un toit de 3 mètres. À l'intérieur, il y avait environ 30 petites pièces. Les conditions de vie étaient difficiles, humides, avec des pompes fonctionnant en permanence. L'électricité était fournie par un générateur diesel, l'eau venait d'un puits. Merci d'être resté avec nous tout au long de cette vidéo. Si vous pensez que notre travail est important, nous vous demandons de le soutenir par un j'aime et un abonnement. De plus, pour ne pas manquer les prochains épisodes d'actualité et rester au cœur de l'actualité, vous pouvez cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications.